Vendredi 23 août 2019, il est 13 h partout en Côte d'Ivoire, l'heure du journal. Vous êtes sur RTI 1 et vous faites bien. Nous commencerons avec la sortie de la génération Blessouet d'Adjamé Saint-Michel. C'était la fête, une grande fête qui a eu lieu hier jeudi en présence d'invités de marque, dont le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Nous irons dans la commune d'Adjamé dès l'entame de ce journal. Après plusieurs années de travail, les fonctionnaires et agents de l'État sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. Et très souvent, du dernier salaire de fonctionnaire à la première pension de retraité, l'attente était difficile. Aujourd'hui, quelle est la situation? Reportage à suivre dans 5 minutes. Il porte la signature de Kader Sogodogo. Alors que près de 2500 nouveaux départs de feu en l'espace de 48 heures ont été enregistrés dans l'ensemble du Brésil, la pression internationale s'intensifie sur le président Jair Bolsonaro. L'ONU a vivement interpellé le président brésilien et Emmanuel Macron a demandé à ce que le sujet soit discuté lors du G7. Nous ouvrons ce 13 h avec la sortie de la génération Blessouet d'Adjamé Saint-Michel, une fête qui a eu lieu hier jeudi en présence de nombreuses personnalités de marque, dont le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Le témoignage de notre reporter Éric Goré. Le peuple Achan présente ce qu'il a de plus beau dans les composantes de sa culture. Avec un invité de marque, Daniel Kablan-Duncan, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Les danses des guerriers des 4 catégories que compte la génération Blessouet Abidjan Adjamé ont gratifié le public. Ce qui m'attire dans la fête de génération des Ébriers, c'est au niveau de la danse, l'organisation et le côté culinaire. Je découvre surtout la culture Akan et ça me fait plaisir. Les Blessouet, les Dongba, les Assoukou et les Agban ont un rôle spécifique. C'est notre manière de pouvoir gérer nos différents villages. Ceux qui fêtent aujourd'hui sont appelés à être au pouvoir dans 10 à 15 ans. C'est une fête de maturité, de responsabilité et surtout de capacité à comprendre son environnement pour s'insérer dans les tissus sociaux et jouer un rôle majeur. Tour à tour, ils ont fait des démonstrations devant le vice-président. Je voudrais donc vous exhorter, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, à continuer de cultiver ces traditions et coutumes qui font l'originalité des Atchans. Je vous encourage à continuer de préserver en votre sein et en toutes circonstances les valeurs de paix, de fraternité, de solidarité. La tête dans la modernité et les pieds dans la tradition, la Côte d'Ivoire reste toujours attachée à ses valeurs traditionnelles. Après plusieurs années de travail, souvent 3 décennies ou même plus, les fonctionnaires et agents de l'État sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Du dernier salaire de fonctionnaire à la première pension, l'attente était parfois longue et difficile. Quelle réalité aujourd'hui? Les choses ont-elles évolué? Ces travailleurs d'hier sont-ils pris en compte par les réformes du gouvernement? C'est un grand reportage de Kader Sogodogo, notre confrère de RTI Boaké. Mars 2019, la Côte d'Ivoire totalise exactement 254 884 fonctionnaires d'État. Côté assurés sociaux ou retraités, ils sont 84 072. Le passage du statut de fonctionnaire à celui de retraité est une période redoutée pour bon nombre de travailleurs. Réduction du revenu mensuel et surtout le volet administratif pour entrer en possession de sa pension est à la fois lourd et long. Des souvenirs sont encore vivaces. On nous dit de faire les papiers. On va, on vient, on va, on vient. Je suis parmi les derniers. Les derniers. C'est-à-dire 1 an. Je n'avais pas mes papiers. Je ne sais pas pourquoi. J'ai passé 8 mois pour avoir ma pension. C'était dur. C'était vraiment dur. En 2012, le président de la République, Alassane Ouattara, allait dissiper les nuages. La réforme de la CEGRAE prend forme. C'est la vision claire de haute portée sociale exprimée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara,
qui était à la base de toutes les transformations qualitatives qui ont eu lieu à la DIPES-SEGRAE. 7 ans après, les bonnes notes, 45 jours au maximum pour percevoir la pension. Pas de rupture entre le dernier salaire et la première pension. La réforme de 2012 avait pour objectifs principaux d'assurer l'équilibre financier des branches de retraite sous gestion, de permettre le paiement du bon droit aux bons bénéficiaires et dans les meilleurs délais et conditions d'accueil, ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir la certification ISO 9001 version 2015, qui est pour nous pas une consécration, pas une fin en soi, mais le début d'un commencement. La décentralisation est lancée. Les grandes régions du pays ont des agences de l'IPS-SEGRAE. Fini les longs voyages sur Abidjan, terminé les longs rangs. Vraiment, au départ, quand on venait à la retraite, on avait peur. Parce que nos dévanciers, il y en a qui ont fait 2 mois, 3 mois, 1 an avant d'avoir leur pension. Mais quant à nous autres, ça a été facile. J'ai dit encore merci à l'État de Côte d'Ivoire et au président de la République. Maintenant que nous avons l'agence de Boaké à quelques pas de nous, nous sommes très satisfaits et nous félicitons le gouvernement. Ma pension, c'est ma vie. Les veufs et les veuves ne sont pas omis. Mon mari était un éducateur. Il est décédé en 2012. On a eu 7 enfants. Grâce à la pension du veuve, je nourris les enfants et j'arrive à subvenir aux besoins. Les bâtisseurs d'hier de la Côte d'Ivoire peuvent donc garder le sourire. Après le travail, c'est le repos. Cela se passe désormais dans la joie et la gaieté. C'est un reportage RTI 1 de Kader Sogodogo à revoir sur rti.ci et sur tous nos réseaux sociaux. La Côte d'Ivoire, de plus en plus électrifiée. Ce week-end, c'était au tour des populations de Yanvo de célébrer la fête de la lumière. Yanvo, c'est dans le département de Bondoukou. Et c'est le ministre Kobena Kwasi Adjoumani qui a procédé à la mise sous tension électrique du village. Non, sans rassurer les populations quant aux nombreux projets de développement prévus pour la région. Herman Niamia, un reportage. Cette joie débordante de la population de Yanvo se justifie. Après de longues années d'attente, leur village situé dans le département de Bondoukou vient d'être raccordé au réseau électrique national. Fini les déplacements pour aller charger son téléphone portable ou pour regarder la télévision dans un village voisin. Les populations de Yanvo peuvent aujourd'hui profiter des commodités qu'offre l'électricité. Parrain de cette cérémonie, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a assuré aux populations que le gouvernement a encore beaucoup de projets pour la région. Vous savez, le président Alassane Ouattara ne s'arrête pas au niveau seulement de l'électricité. Tout à l'heure, vous avez parlé d'eau. Mais s'il plaît à Dieu, vous aurez de l'eau ici. Les populations ont promis au ministre Kobena Kwasi Adjoumani qu'elles seront reconnaissantes au gouvernement au moment opportun. En zone rurale, l'électricité est d'accord, mais l'école est aussi une priorité. Pour offrir aux enfants un enseignement de base, une centaine de centres préscolaires verront bientôt le jour à l'intérieur du pays et c'est imminent. Les éducateurs et leurs assistants qui vont animer ces centres sont déjà en formation au lycée Houphouët-Boigny de Korogo, à Mississauga. Dès la rentrée prochaine, 110 centres préscolaires communautaires vont ouvrir dans les zones rurales de 6 régions. L'État tient ici son engagement de rapprocher l'école préscolaire des enfants de la zone rurale. Bouna, Bundiali, Ferke, Korogo, Mankono et Odiné bénéficient ainsi du projet d'amélioration des prestations des services éducatifs dans sa composante préscolaire communautaire. Projet mis en œuvre par l'UNICEF. L'école préscolaire a été considérée longtemps comme une école d'enfants privilégiés et elle s'est développée uniquement dans les villes. Ce projet permet de rapprocher donc la préscolarisation des communautés. Ce sont des centres communautaires dans les villages qui vont permettre aux enfants des villages
de se préparer à aller rapidement à l'école. Ce sont 440 éducateurs préscolaires communautaires et leurs assistants qui vont encadrer les tout-petits âgés de 4 à 5 ans dans ces zones rurales. Avant, ils reçoivent une formation initiale en apprentissage par le jeu, en hygiène et sécurité des enfants et en relation adulte-enfant. Cette formation initiale, elle est réservée à des gens qui n'ont jamais été formés sur le préscolaire. Elle consiste à montrer comment est-ce qu'on prend un enfant en charge de manière holistique, c'est-à-dire dans tous les sens, les enfants de 4 à 5 ans, pour qu'ils se développent bien, pour qu'ils apprennent à parler, à s'orienter, à apprendre à attraper l'outil, le bic, le crayon. La formation va durer 2 mois pour les éducateurs et 2 semaines pour leurs assistants. Le projet de renforcement de la préscolarisation dans le nord du pays, qui a débuté en 2018, prend fin en 2022. Le vendredi 16 août 2019, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a été informé par ses services déconcentrés, notamment le district sanitaire de Mankono, de l'existence d'une maladie non encore identifiée qui serait à l'origine de plusieurs cas de décès à Yérétiélé dans la sous-préfecture de Dianra. Les premières informations sur la maladie posent le diagnostic suivant. Les signes cliniques présentés par les patients sont des œdèmes au niveau du visage et des membres inférieurs, une constipation, des douleurs thoraciques, des ballonnements abdominaux, une fatigue générale, des vomissements. Il faut noter que dans la période de juillet à août 2019, 28 cas de décès ont été enregistrés à Yérétiélé, créant ici une psychose au sein de la communauté. Après les investigations menées par la direction départementale de la santé de Mankono, cela a permis de faire ressortir 9 cas de décès présentant le tableau clinique de cette maladie non encore identifiée. Cependant, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique tient à porter à la connaissance de la population ivoirienne que depuis juillet 2019, aucun autre cas de décès n'a été notifié. En outre, la mobilisation des équipes médicales de recherche au sein de la communauté a permis d'identifier 4 personnes présentant depuis 2 à 3 semaines les signes de cette maladie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations en général et celles de Yérétiélé en particulier au calme et à la sérénité. Par ailleurs, il est recommandé à toute personne présentant l'un des signes suscités à se rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle la population à éviter l'automédication. Le ministère de la Santé tient à rassurer les populations qu'une équipe de l'INHP est mobilisée pour identifier cette maladie afin d'y apporter une riposte appropriée. Et voilà qui est clair et qui met fin aux spéculations et autres rumeurs. Les rumeurs justement qui allaient bon train concernant le CHU de Yopougon. À la suite de l'inondation de 5 salles du bloc opératoire de l'établissement sanitaire, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a tenu à faire le déplacement du centre hospitalier. Stéphane Loboué et Mamadou Kouassi l'ont accompagné pour RTI. Le grand bloc opératoire du CHU de Yopougon fermé depuis le lundi 19 août dernier. La raison, 5 salles de ce grand bloc opératoire ont été inondées par une fuite d'eau due à un tuyau défectueux dans le bâtiment dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 août 2019. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique y a effectué une visite pour faire l'état des lieux. Je suis venu, constater ce qui s'est passé, qui, de mon point de vue, n'est pas à dramatiser. C'est un vieux bâtiment, ça peut arriver à n'importe quel bâtiment. Et je vois que les dispositions ont été prises. Les 5 blocs opératoires concernés, qui en fait n'ont reçu que l'écoulement d'eau. L'eau n'a pas coulé dans les blocs opératoires. Les spécialistes, les chirurgiens nous ont rassuré que dès demain déjà, un premier bloc va pouvoir fonctionner. Mais surtout à partir de lundi, tous les blocs nettoyés, stérilisés vont entrer en fonction. Mise en service en 1989, le CHU de Yopougon bénéficiera, selon le ministre Akaolé, d'une réhabilitation complète à partir du 1er novembre 2019. Les travaux de réhabilitation d'un coût de 50 milliards de francs CFA pour la première phase s'inscrivent dans un vaste programme sanitaire du gouvernement qui prend en compte la réhabilitation et la construction de CHR et d'hôpitaux généraux. Allons-y maintenant à Tankese, dans le Gontogo. La commune vient de se voir offrir une nouvelle maternité entièrement équipée. Un don du gouvernement japonais à la Côte d'Ivoire pour appuyer le pays dans sa marche vers un système sanitaire efficient. La maternité a été inaugurée le week-end dernier en présence de notre reporter Herman Niamia. Son compte rendu.
Une deuxième maternité pour la commune de Tankessé, ville située à 90 km de Bondoukou dans la région du Gontougou. Logée au sein du centre de santé rural à base communautaire de la ville, cette maternité, don du gouvernement japonais, va permettre aux femmes en âge d'accoucher d'avoir accès aux services de santé maternelle afin d'éviter les accouchements à risque qui ont souvent lieu à domicile. Grâce à vos actions, toute une région aura un mieux-être. Cette maternité facilitera l'accessibilité pour tout le pays Bona aux soins et même au-delà. Beaucoup de villages fréquentent déjà notre centre de santé, mais l'avènement de la maternité répondra à la demande de soins d'une autre catégorie importante de patients et réduira le taux de mortalité materno-infantile. Cet édifice d'un coût d'environ 53 millions de francs CFA comprend plusieurs salles, entre autres des salles de consultation, d'accouchement, des suites de couches, des salles de garde, de soins et d'observation. Le représentant de l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire souhaite que ce projet intensifie davantage les liens d'amitié et de coopération qui existent depuis longtemps entre le Japon et la Côte d'Ivoire. L'aménagement de l'environnement médical est l'un des secteurs primordiaux au développement de la Côte d'Ivoire. Afin de garantir les services appropriés de santé, il est indispensable que les centres de santé ruraux, les hôpitaux généraux et les centres hospitaliers universitaires mettent en place un système de coopération en facilitant les échanges d'informations. La construction de la maternité de Tankessé s'inscrit dans le cadre des dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine, un volet de la coopération financière non remboursable du Japon. Lui aura eu la chance de sa vie. Né avec une malformation, 3 bras au lieu de 2, le bébé Shahid vient de bénéficier de soins médicaux adéquats aux États-Unis d'Amérique dans l'État de l'Ohio. Une action humanitaire rendue possible grâce à Children's Hope Côte d'Ivoire, une ONG ivoirienne spécialisée dans les évacuations sanitaires d'enfants malades. On en sait plus avec Ouattara Madou Walter. L'organisation non gouvernementale ivoirienne Children's Hope Côte d'Ivoire, spécialisée dans l'évacuation sanitaire d'enfants malades vers les États-Unis d'Amérique, vient encore de faire parler son cœur. Le bébé Shahid, souffrant d'une malformation à la naissance, possède 3 bras. Il bénéficiera de soins médicaux adéquats au Nationwide Children's Hospitals aux États-Unis, c'est dans l'État de l'Ohio. Le bébé malade sera pris en charge par une équipe composée de 25 personnes, dont 5 chirurgiens américains de haut niveau. Cette évacuation vers les États-Unis d'Amérique est la 127e action sociale réalisée par Children's Hope Côte d'Ivoire sous la houlette de son nouvel ambassadeur de bonne volonté, Ousmane Bamba. La journée de la femme lobby a été célébrée récemment. On y a parlé de compétences féminines, d'entrepreneuriat et surtout de leadership. Si vous n'y avez pas été, notre reporter, elle y était. Retour donc sur cette célébration avec Salima Toudia. Pour promouvoir les compétences féminines, les organisateurs de la journée de la femme lobby misent sur l'éveil du leadership féminin et la prise de conscience sur les droits de la femme. La journée s'inscrit également dans le cadre de la promotion du savoir-faire lobby. Nos mamans sont de braves femmes, on produit tout, le beurre de karité, vraiment tout. Les ignames ont produit absolument tout. Mais encore avec le lien qu'on fait avec la scolarisation, parce que souvent elles ne sont pas scolarisées, donc il y a un problème d'organisation avec ces braves mamans. Alors on a envie de les organiser, elles sont déjà organisées, mais on a envie de dire, nous qui avons eu la chance d'aller à l'école, il faut qu'on revienne pour dire nos mamans ont besoin de ça et qu'on essaie de pousser un peu cette dynamique et que tout le monde s'approprie cette réalité-là. On est seulement en train de dire voilà les valeurs que nous avons et que nous exerçons déjà. Et si la société comprend que ces valeurs-là, nous pouvons les exposer au grand jour et contribuer davantage pour une société plus équilibrée, plus développée, voilà, c'est des choses à ne pas hésiter à faire. Cette journée d'échange et de partage d'expériences fait aussi la promotion de l'autonomisation de la femme. J'aimerais mettre en avant mon talent, mes compétences que j'ai, management des organisations au niveau intellectuel.
Parce que longtemps, les jeunes filles sont restées en retrait et n'ont pas osé prendre le devant des postes de direction. Je veux participer au développement des talents des jeunes filles. Les femmes ont surtout été sensibilisées sur la nécessité de la scolarisation de la jeune fille. Le secteur du tourisme en Côte d'Ivoire fait également des avancées dans le but d'inspecter et contrôler les établissements de tourisme. Des cartes de redéploiement viennent d'être remises par le ministère à des dizaines d'agents. Des agents assermentés qui vont investir le terrain pour veiller au respect strict des normes du secteur touristique. Serge Didipacom et Sationayeo. Le ministère du Tourisme veut insuffler un nouveau dynamisme dans le secteur en Côte d'Ivoire. 72 agents assermentés ont donc reçu officiellement des cartes de redéploiement sur le terrain. Il s'agira pour ces agents de veiller au respect des normes et des règles dans ce secteur. Pour le porte-parole des récipiendaires, cette distinction est un appel au travail. Nous sommes prêts et en toute conscience et déclarant après notre serment d'investir le terrain et d'appliquer la loi, rien que la loi. Le ministre du Tourisme et des Loisirs a saisi cette opportunité pour réaffirmer sa volonté de faire du tourisme un levier important de l'économie ivoirienne. Ces agents iront sur le terrain pour faire respecter les règles et qu'à partir de ces règles, on ait la possibilité de faire en sorte que toute la réglementation en vigueur au niveau du Code du tourisme fasse l'objet de respect et que tout ce qu'il y a comme disposition arrêtée avec Codinom fasse l'objet de respect. L'essentiel pour nous, c'est aussi la santé des visiteurs de ces lieux touristiques et des loisirs. Le ministre Siandou Fofana a annoncé la construction d'un édifice hôtelier à l'ancienne place de la Sorbonne, au Plateau. Il existe depuis peu un différend qui oppose les grossistes et les importateurs de poissons et viandes congelées. Une sorte de concurrence déloyale. Que se passe-t-il exactement? Notre reporter Jean-Louis Bangbo a enquêté pour vous. Le poisson, première source de protéines animales consommée en Côte d'Ivoire. Consommation couverte à près de 70% par les importations. Le port de pêche d'Abidjan est le principal centre de transactions autour de cette denrée. Ici, importateurs, grossistes, demi-grossistes et acheteurs de poissons se côtoient à longueur de journée. J'ai te laissé ça à 14 et puis ce soir-là, j'ai te laissé à 30. Tu veux un seul carton? Pauline est grossiste. On va prendre avec les importateurs. C'est eux qui nous livrent. Et puis nous, on vend en détail. Mais depuis quelques mois, l'activité connaît des difficultés liées à une réorganisation du marché. Cette place est appelée les 1000 frigos. Parce qu'il y avait beaucoup de frigos ici. Les frigos de 40 pieds, de 20 pieds. Et il y avait beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes qui étaient demi-grossistes. Mais aujourd'hui, vous voyez que c'est presque le vide. Cette situation a été provoquée du fait que les importateurs eux-mêmes, ils ont des frigos sur les marchés et ils font le détail. Un véritable crève-cœur pour ces acteurs de la chaîne de commercialisation du poisson qui faisaient jadis la pluie et le beau temps. Moi, personnellement, quand je pouvais aller par jour 10 camions pour envoyer à l'intérieur, Gagnois, mais aujourd'hui, personne ne vient. Nous, on crée l'emploi. Les jeunes qui font sortir les cartons, qui les transportent, tout ça, c'était nos employés. Mais aujourd'hui, là, il n'en est rien. Initialement limités à la vente de leurs produits aux grossistes, les importateurs de poissons et de viandes congelées ont décidé de se mettre depuis quelques mois à la vente directe aux consommateurs. Une activité parfaitement légale selon Ibrahim Omaïs, gérant d'une société d'importation. Nous vendons à tout le monde, nous ne faisons de restrictions à personne. Tout le monde a accès à notre poisson. Qu'il soit grossiste, demi-grossiste ou détaillant, il a accès au poisson chez nous. Nous n'avons pas bloqué les petits et nous n'avons pas non plus permis aux grands de continuer leur activité. Ça fonctionne pour les deux. Parmi les raisons qui ont amené les importateurs à franchir le pas, les nombreuses dettes dues par leurs clients grossistes alors qu'ils subissent la pression des fournisseurs. Pauline Keita reconnaît ce fait. Il y a eu des pertes dans les poissons que j'ai pris avec eux. J'ai des soucis, effectivement, parce que je dois. Les règles de la concurrence, mais également la méconnaissance de certains aspects de la commercialisation peuvent expliquer la crise qui sévit dans le secteur. Un secteur comme celui-là, il est un secteur très concurrentiel.
Il n'est pas bon que les uns et les autres se rejettent, j'allais dire la pierre pour dire bon tel a des pratiques qui ne sont pas bonnes, qui me créent un préjudice, alors qu'en réalité, les textes peut-être le permettent. La vente directe du poisson au consommateur final par les importateurs reste une activité encadrée par le ministère du Commerce. Expression de la liberté du marché, mais également libre jeu de la concurrence. Chaque métier est soumis à agrément. Vous voulez être importateur, vous prenez un agrément d'importateur. Vous voulez être grossiste, vous prenez un agrément de grossiste. Vous voulez être détaillant, vous prenez un agrément de détaillant. À partir de là, la loi ne dit pas que celui qui est importateur ne peut pas être grossiste. Ne disons pas à la loi ce qu'elle n'a pas dit. Lorsque la chaîne de distribution est trop longue, écoutez, effectivement, je dirais il y a trop d'intermédiaires et ça crée des surcoûts pour la mise à la consommation des produits. Rendre le poisson plus accessible et au meilleur prix possible, tel est l'objectif de la vente directe du poisson par les importateurs aux consommateurs finaux. En Côte d'Ivoire, la consommation de poisson est estimée entre 250 000 tonnes et 300 000 tonnes par an. En sport, la Côte d'Ivoire continue de glaner des médailles. Sur 4 athlètes présentés aux Jeux africains de taekwondo à Rabat, le pays a obtenu 2 médailles d'argent et 2 autres en bronze. Les détails avec Sébastien Wognan, notre envoyé spécial au Maroc. Après un parcours presque parfait aux éliminatoires, en quart de finale et en demi-finale, Diakité Issa s'est présenté en finale sans complexe devant le Marocain Lekehal Omar. Le premier round, très équilibré, a fini par tourner à l'avantage du Marocain 5-3. Au deuxième, troisième round, Diakité Issa perd son contrôle. Manque d'inspiration et de précision dans les coups, il cède le contrôle du combat au Marocain, qui en profite pour marquer des points précieux. Le réveil de Diakité arrive tardivement, il perd 18-26. C'est une compétition de haut niveau, donc voilà, ce sont des trucs qu'on doit régler aux entraînements et tout. On verra ça avec le coach, mais sinon, j'ai tout donné et tous mes coéquipiers sont fiers. En finale d'âme, moins 67 kilos, et Pitini Marie-Frédéric a passé des moments difficiles face à l'Égyptienne Waba Edana. Impuissante, manque d'imagination, timide sur le tatami, et Pitini était presque absente. Très à l'aise, l'Égyptienne s'impose 20-0. Un peu endormi d'abord. Vu que je suis restée là longtemps, j'ai fait la dernière finale. Et sur le tatami, c'est comme si j'essayais de reprendre. Ça, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Cependant, la Côte d'Ivoire a réussi à augmenter son capital médaille avec 3 or, 2 argent, 2 bronzes et se classe 6e sur 54 pays. Lui aussi glanait des médailles, de nombreux trophées même, mais en musique. Après le choc de la mort brutale de Wange Didier le 12 août dernier, place aux préparatifs des obsèques de cette icône de la musique ivoirienne. La légende du coupé-décalé va avoir droit à de grandes funérailles avec une veille musicale au stade Félix Houphouët-Boigny le 30 août, suivi de l'enterrement le lendemain. Le gouvernement a annoncé qu'il prendrait en charge la totalité des frais. Le comité d'organisation exprime sa gratitude au chef de l'État. Nous sommes très contents, très heureux qu'au plus haut de l'État, le chef de l'État prenne tout en charge. Et surtout, c'est une grande première, faire une veillée au stade Félix Houphouët-Boigny. En tant que comité, nous mobilisons toute la Côte d'Ivoire afin que nous rendons un vibrant hommage, afin que nous puissions accompagner Didier Arafat à sa dernière demeure. Au niveau de la communication, nous demandons tout simplement aux Africains, aux Ivoiriens, de s'en tenir aux informations qui sont données par la chaîne d'État et surtout les informations qui sont données par le comité d'organisation. Nous rappelons déjà à toute la Côte d'Ivoire meurtrie, triste, à toute l'Afrique, qu'il faut accompagner Arafat de manière digne à sa dernière demeure. L'unité, nous demandons l'unité. Il faut que nous soyons tous unis.
Le Daishikan est parti, déposant son micro le 12 août dernier. Et comme si cela ne suffisait pas comme peine, 10 jours plus tard, c'est Éloi Sessou qui nous infligeait une autre douleur en rangeant à jamais ses ciseaux. Le styliste nous a quittés hier jeudi. Paix à leurs âmes. Les feux de forêt en Amazonie sont devenus une crise internationale. L'ONU et le chef de l'État français interpellent vivement le président brésilien Jair Bolsonaro, qui a vertement répliqué à Emmanuel Macron. Jair Bolsonaro n'y est pas allé de main morte contre Emmanuel Macron, qu'il a accusé d'avoir une mentalité colonialiste. C'est ici que l'on se dit au revoir. Merci d'avoir suivi ce journal. Je serai encore ici demain à 13h pour vous servir.